Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 7 octobre 2024. On se retrouve en positif avec un BTC à 63 500 qui est venu chercher 64 000 $ au cours de cette nuit. Un Ether proche des 2500 $ à plus 3%. On a plus 5 quasiment pour Solana, plus 5 également pour le Dogecoin. Et quand on commence à arriver vers le top 15-20, on a des performances qui deviennent très sérieuses puisqu'on a Avalanche autour de 6%, également Shiba Inu, plus 10% pour NIR Protocol à la 16e place. 14% quasiment pour PP, on a 11% pour Sui qui continue de pousser 1,91 $, 120% sur le mois, quasi plus 16% pour Tao BitTensor, 640 $, pareil 165% sur le mois, c'est une des plus grosses et meilleures performances pour le coup, plus 10% pour Fetch AI, 19%, quasi 20% pour Dog with Hat, donc toujours les mêmes coins sur ce cycle qui ont la part belle, quasi plus 8% pour Injective, 7% pour Optimism, 6% pour Phantom, on a 12, quasi 13% pour Bonk, toujours les mêmes coins, 48e place, et enfin on clôture avec Sei, The Graph et Floki Inu, pareil, plus 9, plus 10%, toujours pour les mêmes coins. Vous avez l'Oracle, donc la newsletter gratuite qui est disponible aujourd'hui autour de 9h, n'hésitez pas à aller vous inscrire directement sur Substract ou dans le lien en commentaire et description, vous aurez à nouveau les petites informations croustillantes qui se sont déroulées au cours de la semaine et celles à venir. Et on passe sur la map de liquidité rapidement puisque toujours assez inexploitable quand on est entre les deux bornes de ce No Man's Land qui est compris entre en bas autour de 59 000 $ et en haut autour de 66 600 pour être précis, avec un petit bloc relativement facile je suppose à faire tomber autour de 70 000 mais qui est quand même vachement défendu à chaque fois par les vendeurs, très probablement de peur que derrière ça engendre un franchissement un peu plus important qui nous conduirait en direction des 75 000 pour ne pas dire des 80 000. Donc ça arrivera tôt ou tard, cette maxi liquidation de ce bloc ici qu'on a juste sous les yeux et probablement qu'on ira chercher un peu plus loin. En tout cas, je l'espère comme vous tous, les 90 000, les 100 000 et pour les plus optimistes, 100 000 $ et plus. Mais voilà, on est sur cette seconde semaine du mois d'octobre. Ça va être un mois charnière, un mois pivot, à la fois pour les 3 à 6 prochains mois et à la fois un mois qui nous conduit vers novembre où on aura aussi l'élection du nouveau président des États-Unis. Donc une fin d'année 2024 qui est vachement chargée malgré tout et un court terme au niveau du Scalpex en 4 heures où on est venu travailler donc justement la zone qu'on a vue tout à l'heure juste sous les 60 000 $. Très belle réaction, on vient chercher 64 000. C'est peut-être le moment aussi sur cette deuxième semaine d'octobre de prouver au niveau des acheteurs que on essaie réellement de renverser la polarité et donc il faudra franchir les 65-66 pour se diriger en direction des 68, 69, 70 et ensuite pourquoi pas viser la TH. Donc si ça se passe maintenant c'est parfait en termes de timing, mais comme d'habitude je reste assez dubitatif comme vous tous parce que ça fait que trop longtemps depuis 7 mois qu'on est dans cette machine à laver du je t'aime moi non plus, on prend plus 5, plus 10, plus 15, on repère moins 10, moins 15, moins 20, moins 25 si c'est pas plus, un peu de façon coulée ou parfois de façon brutale. Donc le marché crypto qui continue de faire ce qu'il a toujours fait pour essayer de dégoûter le plus grand nombre d'entre nous. Le Crypto Fear and Greed aujourd'hui avec un BTC proche de 64 000 $ sur fond de désintérêt latent d'un point de vue des particuliers et des métriques des réseaux sociaux qui est sur le neutre parfait, donc bon endroit, bon moment. L'émission du jour est sponsorisée par NordVPN qu'on ne présente quasiment plus et donc en passant par le lien en commentaire et description vous avez une offre exclusive avec une réduction pour les 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans qui vous revient à peine à 3 € par mois et ce qui fait que ça en fait un des VPN qui à ce jour est à la fois le plus utilisé, qui vous offre la meilleure bande passante, on n'a pas de restrictions, vous avez la possibilité de regarder des matchs de foot sur des ligues qui parfois ne sont pas accessibles en France ou de le regarder en clair quand vous devriez payer des abonnements spécifiques, tout comme le contenu aussi côté cinéma, côté dessin animé avec Disney+ ou des contenus qui sortent régulièrement en premier lieu du côté des États-Unis. Le tout en ayant une sécurité accrue puisque la solution intégrante aujourd'hui de NordVPN vous permet
en continu de surveiller tout ce qui se passe sur le darknet au niveau de vos adresses email pour vérifier s'il y a eu des fuites de données et aussi de surveiller votre navigation pour voir si vous ne cliquez pas sur un mauvais lien, si vous ne téléchargez pas un mauvais fichier. Donc le tout sur 10 appareils avec un seul compte, ça c'est plutôt cool. Le NordPass qui vous permet de gérer en temps réel vos mots de passe en créant des mots de passe extrêmement robustes et en n'ayant pas à les retaper systématiquement à la main. Ça aussi c'est une sécurité de plus si un jour vous avez par exemple un keylogger sur votre ordinateur qui enregistre tout ce que vous faites, et bien typiquement vous n'aurez que des petites étoiles à chaque fois que vous cliquez pour remplir votre mot de passe et vous n'avez pas à le ressaisir. Donc ça aussi c'est une sécurité en plus. Et enfin le NordLocker pour vos fichiers sur le cloud sécurisé. Je rappelle pour nos aficionados des cryptos malgré tout, jamais de clés privées, jamais de photos de seed, nulle part sur aucun support numérique bien entendu. On garde ça sur un papier ou sur une plaque de titane et on met ça dans un coffre ou bien caché quelque part. Mais voilà, je préfère le rappeler même au cours de cette petite mention pour NordVPN. Donc n'hésitez pas, vous avez une offre vraiment all-in-one avec 4 mois offerts sur les 2 ans. Vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés si jamais vous voyez que ça ne vous convient pas. Mais à ce jour, clairement, ça en fait une des solutions all-in-one qui vous permet d'avoir une bien meilleure sérénité au niveau de votre navigation internet. Et quand on voit à quel point malheureusement les voleurs ou les personnes mal intentionnées sur internet redoublent d'ingéniosité, ça n'est pas du luxe pour justement environ 3 € par mois. Au niveau des news avec Jack Wujastic qui nous mettait en avant qu'on a le retest au niveau de ce volume shelf comme il l'appelle. En gros c'est une protubérance au niveau du volume profile, ce qui veut dire qu'on a eu pas mal d'ordres qui ont été traités justement autour de 63 500, que pour l'instant on est en train justement sur ce lundi matin, en tout cas pour ceux qui sont sur l'heure de Paris, de travailler. Donc c'est une belle zone de pivot à nouveau. On avait Génération Crypto qui nous parlait des 10 des 25 plus importants ETF lancés cette année et qui sont des ETF Bitcoin, avec celui de BlackRock iBit qui caracole en tête de liste avec 21 milliards de flots. Donc complètement fou quand on voit à quel point ça a été un succès phénoménal le lancement des ETF sur Bitcoin, et c'est pour ça que très largement au premier trimestre 2024 ça a propulsé tout simplement le prix dans des proportions qui ont été assez monstres pour BTC. Un petit sondage au niveau donc des meme coins, est-ce que vous avez déjà spéculé dessus ou non? Et donc 40% d'entre vous, 39,4 pour être précis, n'en ont jamais entendu parler ou peut-être ne veulent pas en entendre parler. Vite fait 5 à 10% du portefeuille ou d'entre vous serait à hauteur de 49%. Donc finalement, on a quasiment l'intégralité des 1600 votants ici qui ne s'intéressent pas fondamentalement au meme coin. 20 à 50% du wallet, vous êtes 6%. Et all-in meme coin, vous êtes également 6%. Donc c'est la petite partie dégène de la communauté. Mais voilà, c'est vrai que à ce jour, on a un cycle qui est vraiment tourné comme ça vers cette spéculation autour des meme coins. Et même moi, je suis en train de faire le cheminement, c'est pour vous dire, de mettre une petite allocation de 1, 2, 3, 5% du portefeuille sur ces actifs qui finalement apportent à la fois beaucoup de volatilité, mais là je vous parle des très grosses capitalisations, celles qu'on voit dans le top 50 en tout début d'émission, mais surtout qui peuvent nous faire gagner pas mal d'argent entre guillemets d'un point de vue purement spéculatif, tout en ayant bien conscience que l'autre partie du miroir, c'est qu'on peut en perdre aussi beaucoup et beaucoup plus vite que le reste des autres crypto-monnaies bien capitalisées aujourd'hui. Donc je suis en train d'y réfléchir, je suis toujours pas convaincu, comme vous le savez, on en a largement discuté au travers des autres émissions, mais voilà, je trouve ça plutôt intéressant quand même de voir un peu ce qui est en train de se dérouler sur ce cycle et de ne rien laisser de côté. De même que pour Polymarket, sur lequel il y a le plus gros pari finalement qui a été ouvert notamment pour l'élection du nouveau président des États-Unis, avec Donald Trump à court terme qui reprend le lead, 51% face à 49% pour Kamala Harris. Et donc je demandais aux personnes comment ça s'articule, puisque j'ai même jamais cliqué sur Polymarket, mais j'étais curieux, et ça introduira donc le sujet d'après avec Len Sassman qui pourrait être donc la révélation de Satoshi Nakamoto, mais on y vient dans un instant. Pour HBO entre la nuit de mercredi à jeudi, ça sera sur HBO Max je crois, donc on va voir ce que ça pourra donner, mais en tout cas on peut parier aujourd'hui sur le potentiel Satoshi Nakamoto qui sera révélé dans cette émission.
position. Et donc aujourd'hui, le pari sur Polymarket va très largement en faveur de ce personnage qui est malheureusement, paix à son âme, décédé. Et malheureusement, oui ou non, puisque même s'il ne l'était pas et qu'il ne s'était jamais manifesté, je suis totalement partisan de dire que c'est bien aujourd'hui que Satoshi Nakamoto soit resté complètement dans l'ombre. Et si c'était bel et bien lui, vous avez un post long comme vraiment je ne sais quoi qui a été fourni par CryptoGoku justement pour retracer toutes les personnalités possibles et imaginables que vous pourriez accoler quelque part à Satoshi Nakamoto. Et là c'est vrai que si on a un faisceau d'indices suffisamment pertinent pour tout simplement mettre en exergue que c'était Lance Assmann, eh bien voilà, ça sera plutôt positif en un sens, puisque on aura toujours le doute de si oui ça pouvait être lui ou non, mais en tout cas ce personnage atypique est décrit comme un génie qui déjà autour de ses 10-12 ans réfléchissait comme un ingénieur de 30 et qui aurait pu conduire vraiment à faire des choses extraordinaires dans sa vie, dont être à l'origine de la création du Bitcoin, et ce qui fait que voilà, aujourd'hui au niveau de Polymarket il arrive en tête. Et en fonction justement de s'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est lui, ça fonctionne finalement un peu comme des cotes inverses où la cote va être de plus en plus faible au travers du temps. Au plus, un pourcentage très important de personnes pensent justement que ça sera lui qui sera pointé du doigt dans ce reportage. Donc clairement ça va être un moment un peu voilà, une tension aussi quelque part, même si pour la majorité on est tous convaincus qu'il ne se passera pas plus et que ça sera une non-révélation, un non-événement autour de cette émission de HBO, mais ça relance quand même quelque chose d'assez profond au niveau des convictions, au niveau de la philosophie, les cypherpunks de l'origine. Je pense que c'est un reportage aussi qui pourra permettre au grand public de découvrir, en tout cas j'espère que c'est correctement câblé, les origines justement avant Bitcoin, comment c'est arrivé, le pourquoi du comment. J'espère que ça n'est pas juste une simple enquête autour du personnage, mais qu'on comprendra aussi au travers de ce documentaire comment a été pensé bien des années, peut-être même 10-20 ans avant l'arrivée de Bitcoin, tout ce qui est arrivé justement par la suite, et notamment sur les braises encore chaudes des subprimes de 2008. On a BlackRock qui désormais dépasse 10 000 milliards sous gestion, donc ils étaient à 8,5-9 pas si longtemps en arrière, ça continue de monter de plus belle, et toujours avec Goku qui même le samedi et le dimanche nous partage du lourd au niveau des infos. Ça en fait un des canaux principaux à ce jour pour la cryptosphère d'information, et je vous invite bien entendu à essayer de suivre comme ça quelques comptes qui vous paraissent pertinents et qui vous délivrent tout ce qui va bien quand ça va bien. Et donc c'est les Émirats Arabes Unis qui éliminent les taxes sur toutes les transactions crypto. L'autorité fiscale fédérale des Émirats Arabes Unis, FTA, a annoncé donc la révision des règles de TVA du pays, et ces nouvelles règles en plus font une exonération qui rétropédale jusqu'en 2018. Donc assez fou de voir ça, et ça va encore plus en faire la terre promise entre guillemets pour les aficionados des crypto-monnaies, ça c'est clair et net. Après personnellement j'irai pas y vivre à Dubaï, ça me fait pas rêver, mais voilà, peut-être pour certains entrepreneurs ou personnes qui veulent percer dans les cryptos, qui sont un peu pressés, qui ont déjà un peu de moyens malgré tout, parce qu'il faut quand même pouvoir se payer le coût de la vie générale, aller y passer 6 mois, 1 an peut-être pour développer un business ou pour essayer d'aller un peu plus vite tout en se faisant pas matraquer au début par le côté imposition, ça peut peut-être faire sens. Après il y a bon nombre d'autres pays, et notamment en zone européenne, qui sont quand même plutôt favorables. On l'a vu souvent notamment avec la Belgique pour ceux qui détiennent des cryptos pour du long terme, en mode bon père de famille comme ils disent. On a la Suisse également, on a le Portugal qui est pas si dégueu, pour la petite enclave aussi de ceux qui sont du côté du sud-ouest de la France, on a l'Andorre. Donc il y en a plein, il y a le Luxembourg qui permettent justement de lancer des business aussi sans avoir à aller péter à Dubaï. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Dubaï est malgré tout un hub un peu ouvert sur l'intégralité du monde là-bas, et d'un point de vue voilà, business, c'est un peu le casino à ciel ouvert, le Las Vegas des crypto addicts. Mais pour ce qu'on peut en apercevoir, la plupart même des influenceurs de télé-réalité et tout qui avaient été un peu avant-gardistes à aller tous se clouer là-bas, il y en a beaucoup quand même au bout de 2 ans en moyenne qui en reviennent, puisque finalement à la fois ils tournent en rond, à la fois quand tu as tout comme ça qui est juste parfait, idyllique, servi sur un plateau, au bout d'un moment je suppose que ça
ça doit être un peu bizarre à vivre. Et deuxièmement, il y a quand même la saisonnalité où il y a des températures une bonne partie de l'année qui sont juste atroces et voilà, qui forcent à vivre reclus à la clim en permanence. Donc je sais pas, personnellement c'est pas mon délire, ça me fait pas rêver, mais voilà, tout ce qui est après au niveau de l'expatriation, peut-être un jour on en fera un sujet à part entière parce que ça reste quelque chose qui aujourd'hui vous préoccupe beaucoup au niveau de l'auditoire. Kyung-jo qui nous faisait un peu de philosophie au cours du week-end au niveau de l'apprentissage, il disait apprendre est dur, apprendre et pratiquer est encore plus dur, apprendre et pratiquer et être successful, réussir est encore plus dur, et vous pouvez dérouler comme ça longtemps, et c'est clair et net que ça s'emboîte un peu dans le sujet que j'avais traité juste ensuite, avec combien de fois ça vous est arrivé de vendre par erreur ou par peur ou par lassitude un actif et de le voir entamer sa hausse le lendemain ou la semaine d'après. Et c'est vrai que parfois on a l'impression que les marchés sont connectés directement à nos neurones, et c'est à partir du moment où on jette l'éponge que finalement tout se met à repartir. Rappel de sécurité, vous recevez régulièrement des mails ou des contacts de phishing, c'est-à-dire on va justement essayer de vous amener à déplacer vos crypto-monnaies de façon totalement frauduleuse pour vous pomper l'intégralité de tout ce que vous avez. Donc que ça soit AAV, Binance, Ledger ou peu importe qui ou quand ou quoi, personne ne vous contactera jamais pour bouger vos crypto-monnaies. Que ça soit par téléphone, par mail, par pop-up sur votre ordinateur, faites très attention à ce sur quoi vous cliquez. Et double rappel de sécurité, vous ne laissez pas le gros de votre portefeuille de crypto-actifs à chaud sur un MetaMask ou un Rabbi sans avoir derrière un Ledger ou quelque chose de connecté. Vous pouvez le faire pour le tout venant de tous les jours en laissant 100 ou 200 $ dessus. Comme ça, si un jour vous cliquez sur un mauvais lien d'airdrop ou quoi que ce soit, vous perdez 100 ou 200 $, vous vous faites drainer le minimum du minimum. Mais à ce jour, une fois que vous vous créez un cold wallet de type Ledger, de type Tangem ou de type tout ce que vous voulez, vous le connectez soit directement à Rabbi en vous faisant là aussi plusieurs adresses pour pas complètement tout vous faire siphonner en fonction des différentes utilisations que vous en avez, ou encore mieux, si vous êtes déjà un peu plus avancé dans votre expérience crypto, vous vous faites un portefeuille à froid qui reste totalement à froid, que vous ne connecterez jamais nulle part et qui est votre survie, votre coffre-fort dans lequel vous mettez vos précieux BTC, vos précieux Ethers et tout ce qui vous voudrez pour garder pour du long terme, et vous mettez ça dans un coin et vous n'y touchez plus et vous le connectez nulle part, tout simplement. Pour terminer, au niveau philosophique pur et dur, la propension à gagner sur les marchés financiers proportionnelle à votre tolérance à la douleur, puisque psychologiquement parlant, on doit réaliser au cours de son apprentissage, et ça je pense que vous l'avez tous vu, un certain cheminement qui va vous amener à la fois l'expérience, à la fois la déroute quand on se loupe sur X ou Y investissement et que justement soit on vend dans la peur et dans la panique, soit on achète dans la hype quand tout est vert et qu'on se prend un top de marché dans les dents. Donc vraiment, il n'y a que cette violence finale qui va vous permettre petit à petit de faire votre propre expérience, de vous confronter à votre psychologie, et donc finalement, c'est un certain test à la douleur sur la durée qui petit à petit vous permettra justement d'engranger suffisamment de billes et de voir comment les marchés fonctionnent pour petit à petit réussir et tout simplement pouvoir gravir cette échelle au niveau de votre portefeuille sans vous faire sortir du marché. On avait JC Paretz qui disait: est-ce que ça vous paraît bearish le chart du BTC et de Solana qui consolide effectivement juste autour de leur ATH? Donc clairement, quand on regarde comme ça, on a envie de dire que ça ne peut que partir vers le haut, mais méfions-nous jusqu'à ce que ça arrive. Comme le disait Dan CryptoTrade, finalement c'était un peu ce que je vous répète depuis pas mal de temps: tant qu'on n'aura pas un Ether fort, eh bien finalement on n'aura pas d'alt season. D'ailleurs, j'ai étayé le propos hier vraiment en corrélançant à la macroéconomie dans l'émission que vous avez sur YouTube. Alors je l'ai mis à la mi-journée sur YouTube, il y a à peine 5 ou 6 000 vues, ça fait 1 heure, c'est le replay du live que j'ai fait justement en plein milieu de journée. On était quand même 400 en live, donc c'était plutôt cool. Mais voilà, n'hésitez pas à aller le voir si vous avez besoin d'un peu plus de profondeur autour de ça. Je ne vais pas le traiter du coup, puisque je l'ai déjà fait hier. On a Coinbase qui délistera en zone EU, donc en Europe, l'USDT par rapport au fait que ça n'est pas compliance aujourd'hui, notamment face à Mika. Donc attention, pour ceux qui ont de l'USDT sur les échangeurs centralisés, on risque de vous forcer à le convertir. Vitalik Buterin qui suggère d'abaisser le seuil de staking d'Ethereum à 16 ou 24 Ethers, mais à terme, il voudrait même pouvoir l'abaisser à 1 Ether.
Donc ça, est-ce que c'est positif ou non? Je vous laisse également seul juge, puisqu'il y a aussi le côté technique où peut-être pouvoir rentrer à partir d'un Ether, ça pose aussi bon nombre de problèmes si on avait trop de nœuds. Mais là aussi, voilà, il faudra en discuter avec des personnes infiniment plus compétentes techniquement parlant et blockchainement parlant que moi. On a la question ouverte aussi par rapport à Ether toujours de ce projet Mega ETH qui est proposé comme un layer 2 qui est soutenu financièrement par Vitalik lui-même. Et en fait, je me suis toujours posé la question au vu de la roadmap démentielle de Ethereum Layer 1, est-ce qu'un jour on va pas avoir justement un travail parallèle qui est peut-être d'ores et déjà fait autour de projets comme Mega ETH pour essayer d'avoir un Ethereum 2.0, un vrai de vrai, qui résoudrait tous les problèmes d'un seul coup, capitalisant sur l'expérience acquérie au cours justement de ces 10 dernières années, puisqu'en 2025 ça fera à peu près 10 ans entre l'ICO de Ethereum et l'arrivée entre 2015 et 2016 si je dis pas de bêtises. D'ailleurs ça devait être 2015, mais bon, dans tous les cas, au bout d'une dizaine d'années, Ethereum aujourd'hui continue de progresser, notamment porté par les Layer 2 et tout ce qui va bien dessus. Mais voilà, si un jour on a Vitalik qui se dit bon bah finalement c'était beaucoup trop un peu fouillis tout ce qu'on a fait sur Ethereum Layer 1, pourquoi on ferait pas une meilleure mouture, un all-in-one qui capitalise sur tout ce qu'on a appris sur une dizaine d'années? Et c'est la question que je me pose donc pour le futur justement de Ethereum. On terminera avec deux petites infos. D'ailleurs je pense qu'on en avait déjà parlé dans la dernière émission, mais je suis vraiment pas sûr. Journal du Coin et le géant bancaire BBVA qui prévoit de lancer un stablecoin soutenu par Visa en 2025 selon Fortune. Et enfin Grégory Raymond et les tensions géopolitiques entre l'Iran et Israël qui sont un bon moyen de vérifier la perception de valeur refuge du Bitcoin, puisque pour une fois, et là je suis plutôt d'accord, on a eu effectivement le BTC qui a plutôt pas mal tanké ce qui s'est passé récemment. Et quand on regarde donc le Gold, le BTC, le SP500, on a eu effectivement quelque chose de positif pour le BTC. Je vous mets quelques instants donc le graphique à l'écran. Donc est-ce que petit à petit Papa BTC est en train enfin de remplir son rôle de valeur refuge même lorsqu'il y a des trucs assez graves d'un point de vue mondial? Personnellement, sur ce coup-là, on peut se dire que oui. Mais d'un autre côté, bien entendu, si un jour il y a un embrasement mondial où toute une région entière comme ça, que ça soit le Moyen-Orient, que ça soit Taïwan avec la Chine, les États-Unis, que ça soit l'Europe par rapport à l'Ukraine et la Russie ou peu importe, je suppose que les crypto-monnaies le vivront pas très bien pour autant. Donc le mieux qui puisse arriver malgré tout, d'un point de vue humaniste de la chose, ça soit qu'il y ait moins de conflits, moins de guerres, moins de morts et que tout aille mieux dans le meilleur des mondes, entre guillemets, ce qui n'a pas l'air d'être le cas aujourd'hui. Et donc avec un Bitcoin qui a clôturé sur la moyenne mobile 20 hebdomadaire et qui aujourd'hui a tout simplement relancé en direction des 65-66 et percé en direction des 70. Donc on est toujours dans cette attente du petit coup de rein supplémentaire. On a besoin vraiment qu'il le fasse maintenant, en octobre, cette mi-octobre, que ça soit défendu par les acheteurs. Et une fois qu'on aura justement franchi ce micro plafond de verre des 65 à 70, durablement, on risque d'avoir le FOMO justement qui revient et la machine, vous la connaissez, sur 3 à 6 mois de plus, portée par une saisonnalité favorable jusqu'au printemps 2025, pourrait là aussi nous offrir quelque chose de positif. Si on loupe ce coche-là, j'ai bien peur que malheureusement ça décale le cycle à beaucoup plus tard et ça voudrait dire que le marché américain malheureusement rentre peut-être en pseudo-récession ou à minima en hard landing, mais qu'il y a eu fourvoyage quelque part. Ethereum, seconde crypto-monnaie du marché autour de 2500 $, pareil on a un petit point de pivot autour des 2550, mais il faudra surtout reprendre les 2008 à 2009-3000 comme vous le savez. Donc on va dire que le véritable point il se trouve aujourd'hui entre 2850 et 2900. Une fois qu'on aura repris ça, qu'on s'établit durablement autour de 3000 ou au-dessus des 2009-3000, on respirera un peu plus pour Ether et on devrait voir à cette occasion Ether BTC qui petit à petit aura déjà posé son point bas, peut-être vu comme c'est défendu depuis un bon mois autour de la fameuse zone des 0.04. Je repasse pas volontairement sur le marché américain qui avait clôturé dans le vert la dernière fois. Là aussi, je vous invite à aller voir le petit live Twitch d'hier si vous voulez voir les indices, les bonds et toute la réflexion qu'il y a derrière. Et on a Celestia donc qui continue dans ce qui pourrait s'apparenter à une épaule tête-épaule inversée, juste en dessous de la moyenne mobile 20 hebdo qui est autour de 6 $, donc plutôt positif. NIR aussi, toujours un bon dossier au-dessus de la moyenne mobile 50 et 200 hebdo. Pareil, on a un double creux ascendant ici
ici, belle résolution, MACD qui va croiser autour de la zone neutre. D'ailleurs, c'est pareil du côté de Bitcoin. Donc on espère bien entendu que l'hebdo va continuer de porter ce momentum. PP au niveau des mêmes coins super capitalisés au-dessus de la moyenne mobile 20, également en hebdomadaire et du support donc autour des 0.000010. Voilà, on en est là. Mais n'oublions pas que ça a été listé infiniment plus bas, donc la performance elle a déjà été faite pour bon nombre de meme coins. C'est pas des trucs qui vont vous refaire un fois 200 derrière, donc soyons clairs là-dessus. On a Fetch AI pareil qui travaille au-dessus de moyenne mobile 20, moyenne mobile 50, très belle trend. Fetch qui représente aujourd'hui la fusion Asie entre trois projets qui étaient le top 3 IA, donc là aussi ben voilà, à voir ce que ça peut donner de ce côté-là. Tant que je suis sur l'IA, bien entendu un petit coup d'œil à Tao Bitensor qui nous a poussé un x4 depuis le point bas des 164 $. On est venu chercher donc cette nuit 676. Attention, on s'approche du dernier cluster ici, c'est la zone dure jusqu'à 776 $ que constitue l'ATH actuelle. Donc c'est un x4 comme ça très vertical finalement pour Tao. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller plus haut plus tard. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va avoir une respiration. Et là aussi, à partir du moment où ça s'enclenche, que ça soit cette semaine ou un peu plus tard, on regardera jusqu'où ça peut aller. J'ai pas énormément d'autres choses à vous proposer aujourd'hui. On pourrait passer comme ça toute ma watchlist. Mais globalement, ce que vous devez repérer, c'est des alts qui, à minima, voilà, vous offrent un double creux comme ça sur support ou des alts qui se démontrent comme Tao Bitensor très très fort depuis le temps, tout en ayant bien en considération et en tête que à ce jour, on a quand même beaucoup de meme coins qui font la part belle à la spéculation des alts et que du côté des projets qu'on considère comme des projets sérieux, malheureusement pour nous, parfois c'est des projets qui ont déjà 1 ou 2 cycles et qui très certainement d'un point de vue spéculatif nous offriront moins que des meme coins ou des projets qui sont apparus en cours de route à cheval sur ce cycle. Donc à vous de voir ce sur quoi vous voulez capitaliser, soit une certaine sécurité entre guillemets en ayant des super capitalisations mais qui offriront pas des rendements qui seront complètement dingues. BNB ou Solana en font partie par exemple, ou Avax ou des trucs comme ça, ou d'un autre côté vous cherchez le risque absolu et vous allez spéculer sur des altcoins beaucoup plus exotiques, moins capitalisés, voire sur les mêmes coins, mais tout en ayant bien en tête qu'aujourd'hui les mêmes coins finalement sont pour ceux qui justement sont déjà bien capitalisés avec des avancées qui ont fait des centaines voire des milliers, des dizaines de milliers de pourcents. Et j'ai encore vu hier circuler quelqu'un qui avait vendu autour de décembre 2023 pour 1 million de PopCat. Il avait vendu ça en dessous de 5000 $, et aujourd'hui ça lui ferait 1,4 million s'il n'avait pas vendu ça en décembre 2023 autour de 4900 $ pour 1 million de PopCat. Donc voilà, c'est même de ce côté-là, du côté des meme coins, c'est le débat qu'on avait eu autour de BTC, si vous l'aviez eu entre les mains en 2010-2011 à sa genèse, est-ce que vous l'auriez gardé plus de 1 an, 2 ans en fonction justement des prix qu'il y avait à ce moment-là? Et c'est exactement ce qui se passe même avec les meme coins. À partir du moment où vous mettez 100 $ et que vous voyez 5000 s'afficher, vous vous doutez jamais que le machin il va vous faire 100 000, 500 000, 1 million, 1,5 million. C'est complètement aberrant, c'est complètement fou, ça dépasse l'entendement. Et c'est pour ça que, mis à part les spéculateurs très acérés ou les spéculateurs professionnels qui savent gérer des amplitudes et qui savent rentrer, sortir au bon endroit au bon moment, la majorité des particuliers, j'en ai bien peur, risquent de se casser les dents au long terme, en tout cas sur les mêmes coins. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez le lien de NordVPN en commentaire et description et la newsletter gratuite qui doit être sortie au moment où vous consulterez cette vidéo sur YouTube. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine, très bon courage pour ceux qui partent au travail, et pour ma part je vous dis à mercredi pour la quotidienne et ce soir pour le live habituel autour de 20 h sur Twitch. Ciao ciao.